Et si on essayait de se projeter dans Paris bien avant Haussmann, dans un quartier dessiné par les fortifications, qui deviendra le quartier des théâtres, du divertissement, mais aussi parfois celui de la révolte. Retour au XIIe siècle. Philippe Auguste, tout jeune roi, fait construire la forteresse du Louvre et une grande enceinte pour protéger la ville, d'abord sur la rive droite en 1190, puis sur la rive gauche vers 1205. Cette enceinte de 5 km de long, elle va redessiner Paris en lui offrant une limite bien nette. On compte évidemment plusieurs portes principales pour entrer dans la ville, et là vous me voyez venir, parce que deux d'entre elles, ce sont les portes Saint-Denis et Saint-Martin, qui résonnent encore aujourd'hui dans la géographie parisienne. Ces deux portes, elles existaient déjà, mais pas au même endroit, sur une précédente enceinte construite à la fin du Xe siècle. C'est celle qu'on nomme l'enceinte carolingienne ou le mur des rois. Et d'ailleurs, la porte Saint-Denis précisément, c'est celle qui mène à la basilique Saint-Denis, la nécropole royale. Mais je vous arrête tout de suite. Ces portes successives dont on parle là, elles ne ressemblent en rien à celles que vous voyez ici. Elles n'étaient même pas au même endroit, et d'ailleurs on n'a pas vraiment de représentation fiable de ce à quoi elles ressemblaient à l'époque. Mais bon, ça c'était pour vous poser le décor, vous allez vite comprendre. Au XIVe siècle, on juge l'enceinte trop vulnérable et surtout totalement dépassée. Côté rive droite, Paris déborde sur les faubourgs. Elle va être remplacée par l'enceinte Charles V qui va être construite un peu de manière précipitée pour se protéger pendant la guerre de Cent Ans. Et c'est sur cette enceinte que les portes Saint-Denis et Saint-Martin étaient à leur emplacement actuel. Et courant XVIe, il ne reste presque plus rien de l'enceinte Philippe Auguste. J'ai dit presque, gardez ça en tête, j'y reviendrai. Mais sous le règne de Louis XIV, en 1670, c'est au tour de l'enceinte Charles V de tomber, exit les fortifications, on veut faire de Paris une ville ouverte, créer de larges lieux de promenade plantés d'arbres, et c'est la naissance des grands boulevards, et oui, bien avant Haussmann. Pour remplacer les anciennes portes fortifiées, le ministre Colbert veut de grands arcs de triomphe, à la gloire du roi évidemment. Ces arcs, purement décoratifs, ils matérialisent quand même la frontière entre Paris et ses faubourgs, d'où le nom d'ailleurs de rue du Faubourg Saint-Denis et rue du Faubourg Saint-Martin, et ce sont eux qui dominent encore le paysage parisien et qui donnent leur nom à deux quartiers du 10e arrondissement actuel. L'arc de triomphe de la porte Saint-Denis, qui a été construit en 1672 par l'architecte François Blondel, c'est le plus spectaculaire des deux. Il est placé là où les rois entraient traditionnellement dans Paris, et Blondel s'inspire directement de l'arc de Titus à Rome, décor à l'antique, proportions monumentales, tout pour impressionner. Il glorifie les victoires militaires de Louis XIV, la campagne de Hollande, le fameux passage du Rhin, avec des sculptures de Michel Anguier, une Hollande accablée sous les traits d'une femme, un dieu fleuve terrifié pour le Rhin, et sur l'entablement, l'inscription Ludovico Magno à Louis le Grand. Bref, guerre, victoire, grandeur. 2 ans plus tard, à un peu moins de 200 mètres, c'est son élève Pierre Bullet qui construit l'arc de la porte Saint-Martin. Plus modeste en taille, mais toujours dans le même esprit antique, il commémore cette fois les victoires en Franche-Comté, et Louis XIV y est même représenté sous les traits du dieu Mars. Encore une fois, vous l'avez compris, guerre, victoire, grandeur. Les grands boulevards progressivement deviennent de hauts lieux de la vie mondaine, de divertissement, il y a des cafés, des marchés ambulants, mais surtout des salles de spectacle qui apparaissent. En 1780, on va construire ici un opéra provisoire pour reloger l'Académie royale de musique après l'incendie de la salle de théâtre du Palais Royal, et c'est ce qui deviendra quelques années plus tard, en 1802, le théâtre de la Porte Saint-Martin. On est vraiment au cœur du lieu où va naître ce qu'on va appeler plus tard le théâtre de boulevard. Dites-moi si ça vous intéresse que j'y consacre une vidéo, histoire de pas trop digresser ici. Mais pendant la Révolution et le 19e siècle, les boulevards ne sont pas seulement des lieux de fête et de spectacle, ils deviennent aussi un théâtre de révolte. Et ce n'est pas un hasard si les affrontements se concentrent autour des portes Saint-Denis et Saint-Martin, ce sont des points de passage et aussi des symboles de pouvoir. Pendant la Révolution de Juillet, lors des Trois Glorieuses qui vont renverser Charles X en 1830, les insurgés vont dresser des barricades au pied des portes, et du haut de la porte Saint-Denis, on va jeter des pavés sur les troupes, les affrontements y sont très violents. Pendant la Révolution de 1848, les barricades s'y multiplient à nouveau, avec les mêmes scènes de combat, et rebelote pendant la Commune de Paris en 1871, durant laquelle d'ailleurs le théâtre de la Porte Saint-Martin est détruit par le feu, il sera reconstruit 2 ans plus tard, et c'est ce théâtre qui existe encore aujourd'hui. Voilà comment des murailles médiévales sont devenues des boulevards, puis des lieux de fête, de culture, de création et aussi de révolte. C'est assez fou d'observer ces arcs et d'imaginer qu'ils ont été les témoins immobiles de tout ça, que l'un a même servi de perchoir aux insurgés en 1830, pas sûr que c'était exactement ce qu'avait prévu Colbert. Et si vous avez suivi jusqu'ici, si je disais que l'enceinte Philippe Auguste a presque disparu, c'est parce qu'il en reste quelques vestiges dans Paris. Il y a notamment une tour qui est dans l'entrée du musée par lequel on accède à la tour Jean sans peur, que je vous conseille vraiment de visiter d'ailleurs. Et il y a aussi un assez long tronçon de l'enceinte, encore visible rue des Jardins Saint-Paul dans le Marais. Pareil, je vous invite à aller y faire un saut. Concernant l'enceinte Charles V qui a été, elle, maintes fois remaniée, il reste notamment des vestiges ici, près de la bibliothèque de l'Arsenal, et ici, dans le carrousel du Louvre. Mais il faut imaginer que 7 enceintes se sont succédées du IIIe siècle à la moitié du XIXe siècle pour protéger ou délimiter Paris, et qu'il en subsiste forcément quelques vestiges un peu partout sous nos pieds. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire des portes Saint-Denis, Saint-Martin et des grands boulevards. N'hésite pas à m'écrire si tu veux que je m'attaque à un autre lieu de la capitale, et surtout, abonne-toi pour plus d'histoires parisiennes.